Avez-vous déjà remarqué que les femmes qui vous fascinent le plus sont aussi celles qui retournent votre esprit comme un gant? Ce n'est ni le hasard, ni la malchance. C'est un script secret plus vieux que vos souvenirs. Imaginez qu'au cœur de chaque sourire, de chaque silence apparemment anodin, se cache un radar biologique programmé pour identifier la moindre faille de puissance chez l'homme. Le jour où elle perçoit cette fissure, une hésitation, un besoin de validation, son inconscient déclenche un balai invisible. Attraction, retrait, tension, libération. Vous croyez naviguer dans la romance. En réalité, vous traversez le théâtre primal, où le pouvoir se mesure en nerfs d'acier et où la tendresse n'est qu'un piège bien parfumé. Restez avec moi. Si vous comprenez la mécanique de cette scène occultée, vous cesserez d'être le figurant qui court après son texte et deviendrez le metteur en scène qui décide quand tomber le rideau. Regardons la scène contemporaine. Paris fourmille de cafés branchés, de stories Instagram qui s'empilent comme des confettis numériques et de conversations WhatsApp qui vibrent à chaque battement de cœur. On prétend que la libération féminine et les applis de rencontres ont rendu les rapports hommes-femmes plus simples, plus transparents. En réalité, elles n'ont fait qu'ajouter de nouvelles couches de brouillard à un théâtre déjà opaque. Quand une femme disparaît soudain après 2 semaines d'échanges enflammés, nos manuels populaires traduisent son silence en 3 diagnostics superficiels. Elle s'ennuie, elle a trouvé mieux, ou pire, elle joue avec toi parce qu'elle est toxique. Or, si l'on gratte la surface, on découvre un symptôme mal nommé. Ce retrait n'est pas toujours un caprice, c'est souvent une crise de dissonance interne que nous interprétons de travers. Dans un environnement saturé de notifications, le moindre message devient un micro-stimulus dopaminergique. Nous confondons réactivité numérique et engagement émotionnel. La femme qui ghost déclenche alors chez l'homme une réaction pavlovienne. Il redouble de messages, d'explications, de mèmes amusants, persuadé que plus de présence compensera l'absence. Mais cette lecture linéaire ignore la stratification freudienne que nous venons d'évoquer. Au moment précis où elle sent votre intérêt atteindre un seuil critique, son surmoi, les normes, la peur, la honte introjectée, tire le frein d'urgence pour protéger un id qui n'a pas appris à aimer sans périr. De l'extérieur, on voit une fille instable. De l'intérieur, on observe un système nerveux qui hurle « Fuis avant qu'il ne voie ta vulnérabilité ». Notre époque pseudo-psychologisée décrit ce mouvement comme une « red flag féminine ». Pourtant, c'est d'abord l'aveuglement masculin qui aggrave la danse. Car dès que l'homme interprète mal le symptôme, il répond avec le mauvais remède, insistance, justification, complaisance. Résultat, il confirme malgré lui le scénario du manque de puissance que son silence testait initialement. Autrement dit, le malentendu devient autoréalisateur. Plus il cherche à rassurer, plus elle valide sa crainte que la relation repose sur sa validation, non sur sa solidité. En France, où l'on chérit le débat d'idées, on se targue de tout analyser, mais lorsqu'il s'agit de désir, on accepte volontiers les diagnostics faciles. Il est temps de remplacer la question « Pourquoi elle ne répond plus ?» par une investigation plus fine. Qu'est-ce que son absence active en moi? Parce que la crise n'est pas seulement la sienne. Elle met au jour notre propre dépendance à l'instantané, notre intolérance au vide, notre peur panique d'être invisible. Tant que nous décrypterons mal ce symptôme, nous continuerons à blâmer le messager au lieu de lire la missive. Le jeu du pouvoir se trame sous la surface polie des échanges modernes, et c'est dans cette profondeur que se trouve la véritable carte du territoire relationnel. On nous berce d'un joli récit. Les femmes voudraient avant tout la sécurité affective, la tendresse, la fameuse bonne communication. Ce conte apaise nos égos civilisés, nourrit les influenceurs du développement personnel et dissimule pourtant une vérité bien plus brute. Freud, en sondant les replis de l'inconscient, a découvert que le désir féminin se règle sur une architecture archaïque où se joue une guerre silencieuse. À la base, l'id vibre comme un noyau reptilien obnubilé par la puissance qu'il peut absorber ou à laquelle il peut se soumettre. Au sommet, le surmoi, façonné par la morale familiale, les dogmes sociaux
et un féminisme souvent mal digéré, brandit l'étendard de la vertu. Coincé entre les deux, l'ego tente de maintenir la façade, négociant en permanence pour ne pas être déchiré. C'est ce tiraillement qui produit ces comportements que l'on qualifie, par paresse, d'irrationnels. Elle tombe folle de l'homme indomptable, puis le crucifie dès qu'il devient disponible. Elle réclame la stabilité, mais chavire quand l'amour devient trop confortable. De l'extérieur, on croit à l'incohérence. De l'intérieur, il s'agit d'un équilibre de terreur. Si l'ide prend la main, elle redoute d'être engloutie. Si le surmoi verrouille tout, elle s'asphyxie d'ennui. Voilà le mythe qu'il fallait abattre. Ce n'est pas la quête du grand amour qui l'avance ou la retient, c'est la nécessité de maintenir cette tension vivante. Lorsqu'elle accuse un homme de toxicité, elle projette sur lui la bataille qu'elle mène contre ses propres pulsions. Plus vous incarnez une force tranquille, indifférente à la validation comme à la culpabilisation, plus vous lui renvoyez le reflet insupportable de ce conflit intérieur. C'est précisément pour étouffer cette tension que la culture contemporaine célèbre la douceur absolue, non pour libérer la femme, mais pour anesthésier le dilemme, faire taire l'ide, flatter le surmoi et préserver l'illusion qu'un désir parfaitement éthique est possible. Freud, lui, n'a jamais cherché à nous bercer. Il a simplement dévoilé la bombe à retardement. Libre à nous aujourd'hui de poursuivre la fable, ou d'oser regarder, enfin, le mécanisme tourné à nu. Revenons en arrière, bien avant les cafés du Marais et les matchs sur Tinder, jusque dans les couloirs silencieux de l'enfance, là où se gravent les cicatrices qui, des années plus tard, orchestreront nos élans amoureux. Car si le désir adulte semble explosif, imprévisible, il n'est souvent que le remake sophistiqué d'un drame vécu en miniature. Prenez cette femme qui disparaît dès que la relation s'approfondit. À la surface, elle paraît capricieuse. Au fond, elle réactive la terreur d'une petite fille pour qui l'amour signifiait abandon père absent, mère débordée, promesse brisée. Quand vous l'approchez avec une chaleur authentique, vous réveillez ce souvenir somatique. Le corps se cabre, l'inconscient chuchote « Sauve-toi, sinon la chute sera mortelle ». Son retrait n'est pas une stratégie de pouvoir, mais une mesure d'autoconservation apprise trop tôt, trop violemment. Ce mécanisme n'est pas l'apanage féminin. L'homme qui poursuit cette même femme sans relâche obéit, lui aussi, à une programmation infantile. Peut-être qu'enfant, il ne recevait l'attention maternelle qu'au prix d'efforts incessants. L'amour devenait alors récompense rare, à mériter par la performance. Le silence d'aujourd'hui rallume chez lui l'alerte primitive. Si tu la perds, tu redeviens invisible. Il envoie un message, puis deux, puis 10, croyant combattre la distance, alors qu'il ne fait que dialoguer avec un fantôme de son propre passé. Ainsi se forme la boucle que Freud nommait compulsion de répétition. Chacun rejoue l'ancien scénario dans l'espoir confus d'en changer le dénouement. Mais tenter de réparer une enfance bancale à travers le désir adulte, c'est vouloir réécrire un film dont on n'est plus le réalisateur, tout juste un acteur prisonnier du script. Plus cruel encore, tant que la blessure reste inconsciente, elle sert de boussole détraquée. On se sent inexplicablement attiré vers les personnes qui la réveillent plutôt que vers celles qui pourraient la guérir. L'inconscient ne cherche pas le confort, il cherche le familier, même s'il est douloureux. Alors, comment briser la répétition? Certainement pas en exigeant de l'autre une constance qu'il ne peut pas offrir. Le premier pas consiste à reconnaître la signature de l'enfance dans chaque pic d'adrénaline relationnelle, à se demander « Est-ce elle qui me manque ?» ou la validation que j'espérais déjà quand j'avais 7 ans. Tant qu'on confondra l'un avec l'autre, le passé continuera de se déguiser en présent, et nos amours modernes resteront le théâtre d'une nostalgie que personne n'admet. À ce stade, l'homme moderne se croit encore maître du jeu. Il décortique ses textos vus mais ignorés, cherche la réplique parfaite sur un forum de séduction, multiplie les preuves d'attention pour réassurer. Il ne se doute pas qu'il a déjà endossé le rôle exact qu'elle voulait tester. Celui du chevalier qui abdique son trône pour quelques miettes d'approbation, car le silence qu'elle installe n'est pas un vide à combler.
c'est un laboratoire. Dans ce laboratoire, chaque minute où vous guettez son « en ligne » est un indicateur. Chaque explication que vous envoyez est une donnée, chaque concession est une mesure précise de votre dépendance. Plus vous cherchez à prouver votre fiabilité, plus elle calibre l'étendue de votre besoin d'être choisi. Vous pensez être en pleine négociation affective. Vous êtes en réalité soumis à une épreuve de solidité. Freud l'aurait appelée vérification par le manque. Elle retire la présence pour voir si votre identité s'effondre ou demeure entière. Si vous suppliez, elle n'obtient pas seulement l'assurance que vous tenez à elle. Elle confirme que votre centre de gravité se situe hors de vous-même. C'est le moment où la partie bascule. Le pouvoir qu'elle désirait sentir en vous, elle le perçoit désormais dans ses propres mains. L'erreur masculine la plus courante consiste alors à redoubler de transparence, croyant que la clarté rassurera. Or, la clarté excessive n'est ici qu'une confession de faiblesse. Je n'ai pas de mystère, je n'ai pas de terrain inviolable, tout m'appartient peu, tu peux tout prendre. Le test n'est pas de savoir si vous êtes gentil, disponible, empathique. Le test est de vérifier si votre colonne vertébrale subsiste quand l'oxygène émotionnel se raréfie. La seule réponse qui reconnecte à la puissance est le maintien d'une présence pleine mais non quémandeuse. Ne pas punir, ne pas expliquer, simplement occuper son propre territoire psychique. Dans ce champ de tension, l'homme qui demeure debout, même silencieux, envoie un message plus clair que 1000 discours. Je suis avec ou sans ta validation. Et c'est là, paradoxalement, que commence la véritable négociation. Quand il n'a plus rien à négocier, alors tout bascule. Vous cessez soudain de courir après un écho qui se dérobe et, dans ce vide que vous redoutiez, vous découvrez un territoire inexploré le vôtre. En arrêtant d'alimenter la mécanique du besoin, vous inversez imperceptiblement la polarité du pouvoir, car la force ne se proclame pas, elle se ressent dans les interstices. Là où vous multipliez habituellement les explications, vous offrez désormais une présence compacte, silencieuse, qui ne cherche plus à convaincre. Ce mutisme stratégique n'est ni vengeance ni manipulation. C'est la preuve vivante que votre équilibre ne dépend plus d'une réponse extérieure. L'angoisse qu'elle espérait déclencher chez vous se retourne vers elle, comme un miroir soudainement retourné. C'est à son tour de se demander ce qui se joue derrière votre calme. À cet instant, vous pratiquez ce que Freud appelait la sublimation. L'énergie jadis, investie à quémander un signe, vous la détournez vers votre construction. Chaque seconde sans notification devient un micro-qui-vertige que vous recyclez en traction supplémentaire à la salle de sport, en ligne de code, en page écrite, en méditation à l'aube. Machiavel lui-même n'aurait pas rêvé d'armes plus élégantes. Montrer que l'on peut prospérer dans l'absence, c'est rendre l'absence inoffensive, donc priver l'autre de son levier. Vous ne retirez pas votre chaleur pour la punir. Vous la concentrez pour qu'elle devienne rayonnement personnel, non combustible pour des doutes qui ne sont pas les vôtres. Et l'effet est fulgurant. Confronté à un homme qui ne se désintègre pas sous la pression, son inconscient reconnaît enfin la figure qu'il cherchait tout en la craignant, la colonne d'air calme autour de laquelle la tempête peut se déployer sans tout emporter. Votre constance transmute la dynamique. Le terrain cesse d'être son laboratoire de test pour devenir votre atelier de maîtrise intérieure. Si elle revient, c'est parce qu'elle perçoit une stabilité qu'elle n'a pas su cultiver seule. Si elle s'éloigne, c'est parce que cette même stabilité lui renvoie la responsabilité de ses propres fractures. Dans les deux cas, vous restez au centre de votre axe, ni dur, ni conciliant, simplement inébranlable. Et c'est précisément là, dans cette indifférence fertile, que naît la véritable attraction, celle qui ne dépend plus d'un manque, mais d'une densité que rien n'entame. Arrivé à ce stade, la tentation est grande de croire que toute la clé se trouve encore dans l'autre. Si seulement elle comprenait, si seulement elle guérissait, alors l'histoire tournerait enfin à votre avantage. C'est la ruse ultime du manque. Vous persuadez que votre plénitude dépend d'une conversion extérieure. Pourtant, quand le silence s'installe et que vous avez appris à ne plus trembler, une question brute émerge. Qu'est-ce que c'est ce que je cherche vraiment derrière ce visage ? Vous prenez conscience que ce n'est pas sa présence particulière que vous pourchassiez,
mais la sensation d'exister qui semblait s'allumer dans son regard. Elle n'était qu'un projecteur pointé sur une pièce restée dans l'ombre. À présent que le faisceau s'est détourné, il vous appartient d'installer votre propre lumière. C'est ici que l'appel intérieur se fait entendre, d'abord comme un murmure presque inconfortable. Il vous rappelle vos élans abandonnés, vos promesses trahies envers vous-même, ces disciplines sacrifiées sur l'autel de la poursuite affective. Vous réalisez qu'aucune femme, aussi magnétique soit-elle, ne pourra ressusciter le père intérieur qui vous manque ni penser la blessure du garçon qui voulait être choisi. Le seul qui puisse se désigner, c'est l'homme que vous êtes en train de devenir, celui qui transforme l'ancienne quête de validation en engagement clair envers ses vraies valeurs. Lorsque vous retournez cette énergie vers vous, le paysage se reconfigure. L'angoisse de perdre se mue en volonté de créer. La nostalgie d'une fusion impossible cède la place à la curiosité d'une coopération lucide. À partir de là, le choix ne concerne plus sa capacité ou non à combler vos vides. Il concerne votre capacité à offrir un espace où deux intégrités complètes peuvent se rencontrer sans cannibalisme émotionnel. Autrement dit, tant que vous exigez d'elle qu'elle apaise votre chaos, elle n'est pas une partenaire, elle est votre béquille. Le jour où vous portez votre propre poids, la relation cesse d'être un antidote et devient un bonus. Au terme de ce voyage, tout se résume à une question de souveraineté intérieure. Vous avez compris que le silence qu'elle installe est un laboratoire, que votre passé colle à vos désirs présents comme une ombre, et que la puissance ne se mendie pas. Elle se dégage d'un homme qui se suffit à lui-même. Si vous ne réagissez plus à chaque battement de ses humeurs, ce n'est pas parce que vous êtes devenu froid, mais parce que vous avez choisi de ne plus laisser votre système nerveux être programmé par l'extérieur. Vous ne courez plus après une approbation qui s'évapore. Vous construisez la densité qui attire naturellement ceux qui vibrent à la même fréquence. L'ironie, c'est qu'au moment précis où vous n'avez plus besoin d'être choisi, vous devenez, pour les regards authentiques, le choix le plus évident. Cette posture ne signifie pas la fermeture du cœur. Elle signifie la fin du chantage affectif. Vous offrez votre présence comme une invitation, non comme une rançon. Vous restez ouvert, mais impossible à dépouiller. Dans un monde où l'attention est la nouvelle monnaie, conserver votre silence sélectif, c'est déjà redevenir riche. Machiavel parlait de gagner le pouvoir par l'indifférence calculée. Jung, de l'intégrité psychique qui rend les prédateurs inopérants. Frankl, du sens qui transcende la douleur. Ces trois lignes se rejoignent dans un même point. L'homme qui se dresse au centre de lui-même devient, de fait, le repère auquel les autres se calibrent. À vous maintenant de transformer la théorie en muscle et en réalité. Que ferez-vous demain matin quand votre téléphone vibrera? Répondrez-vous au premier appel qui bouscule votre paix? Ou continuerez-vous l'ouvrage commencé? La prochaine fois qu'une absence prolongée voudra tester vos fondations, souvenez-vous que votre valeur ne connaît ni l'urgence ni la négociation. Si ce texte a résonné, je vous invite à un acte simple mais décisif. Écrivez dans les commentaires la toute première frontière que vous allez instaurer dès aujourd'hui, qu'il s'agisse de garder une soirée sans écran, de finir ce chapitre de vie resté en suspens, ou de refuser poliment une relation qui vit de votre insécurité. Partagez-la. Vous transformerez une intention intérieure en engagement public. Et si vous souhaitez d'autres guides pour creuser ce chemin de souveraineté, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous déconstruisons un nouveau mythe relationnel pour reconstruire une puissance qui ne dépend plus des aléas du dehors, mais de la clarté inaltérable du dedans.